Nous avons vu précédemment comment on était capable de créer des variations de potentiel électrique correspondant à l'information en fait, nerveuse. On va voir maintenant comment elle va se véhiculer, se propager dans les cellules nerveuses pour atteindre donc la synapse et la cellule effectrice. Alors en fait, la propagation le long du neurone s'appelle la conduction nerveuse. Ce flux d'énergie qui se propage donc sur le neurone, dans l'axone, ne perd pas d'amplitude sur son trajet. Et cette dépolarisation a comme conséquence d'amener des ions à se déplacer dans le cytoplasme dans toutes les directions via la création de flux de courants locaux. Et on observe donc un flux de courant local à l'extérieur de la membrane qui va se faire vers la zone dépolarisée en même temps, en parallèle que des flux de courants locaux à l'intérieur de la membrane. Vous retrouvez ceci sur les illustrations ci-dessous, avec là une dépolarisation qui a été créée, à cet endroit-là par ouverture de canaux sodiques voltage dépendants. On se retrouve donc avec des charges positives qui sont rentrées. On a eu une inversion de polarité. L'intérieur est devenu plus positif que l'extérieur. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'au moment de là, bien, les canaux précédents en fait, sont ce qu'on a vu dans la vidéo précédente en période réfractaire. Donc, ils sont en train de réorganiser leur porte interne qui, en basculant, en porte d'activation et d'inactivation, ont permis de jouer sur l'ouverture, la perméabilité du canal. Donc, comme ils sont en train de se remettre comme il faut, ils ne sont pas sensibles pour être restimulés. Par contre, c'est les autres canaux de l'autre côté qui, eux, étaient dans l'attente, donc sont tout à fait stimulables. Donc, les courants locaux qui sont générés à l'intérieur de la cellule et à l'extérieur font qu'on a des déplacements de charge qui vont conduire à une dépolarisation qui va permettre l'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants qui sont ici, rentrée de sodium, dépolarisation, création de courants locaux et ainsi de suite. Vous retrouvez ce système à droite où là, on a créé une dépolarisation à cet endroit-là sur la membrane. On crée donc des charges positives qui rentrent, qui se promènent à l'intérieur, idem à l'extérieur, et donc on va provoquer ici deux zones de dépolarisation qui vont provoquer l'ouverture de canaux sodiques voltage dépendants, une entrée de sodium, une dépolarisation et des courants locaux qui vont se déplacer. Donc dans ce cas-là, on se retrouve avec un déplacement qui ira d'un côté vers la gauche et vers la droite, mais toujours de manière unidirectionnelle parce que les canaux précédents seront en période réfractaire, on ne pourrait pas revenir en arrière. C'est ce qui conditionnera du coup le sens de déplacement, de conduction de l'influx nerveux. Alors, si on met ça maintenant sur la typologie d'un neurone, vous reconnaissez le corps cellulaire, la zone particulière d'implantation de l'axone qui correspond à la zone gâchette. Et en fait, au niveau de cette zone gâchette, lorsqu'on va avoir un potentiel qui va arriver, donc un potentiel gradué, s'il est supraliminaire, qu'il arrive au-delà du seuil en intensité, eh bien, on va provoquer l'ouverture de toute cette population de canaux sodiques voltage dépendants et donc induire une dépolarisation. Ces courants locaux vont se déplacer, vont provoquer l'ouverture de canaux sodiques voltage dépendants à côté, une entrée de sodium, une dépolarisation, création de courants locaux. Ceux en amont sont en période réfractaire, il ne va rien se passer. Donc, c'est ceux en avant, la partie distale, qui vont s'ouvrir à leur tour, faire rentrer du sodium, créer des courants locaux qui vont provoquer une dépolarisation à côté, et ainsi de suite. De proche en proche, on a cette création de ce potentiel d'action qui va donc se déplacer. Si on regarde maintenant que l'on fait un enregistrement au niveau de la membrane, eh bien, on constate qu'on ne crée pas un seul potentiel d'action comme on l'a évoqué, mais on crée un train de potentiel d'action. On a une série de potentiels d'action qui vont, entre autres, par la fréquence, mimer l'intensité du stimuli initial. Et si on fait des fréquences d'enregistrement le long de l'axone, eh bien, on va pouvoir finalement visualiser différents stades du déroulement d'une onde donc, qui se propage le long de l'axone. Alors, comment est-ce que l'on peut moduler cette propagation? Premièrement, par le diamètre des fibres nerveuses. Plus on va avoir un diamètre important, plus la vitesse de propagation va être importante. En effet, lorsque les charges vont s'écouler dans l'axone, eh bien, plus le diamètre sera important, moins les charges vont rencontrer de résistance au niveau de la membrane. Par analogie en biophysique, si vous voulez, avec l'écoulement d'un fluide, de l'eau dans un tube, plus le diamètre est important, plus la vitesse va être rapide parce qu'il y a moins de frottement sur la paroi. Et bien là, c'est la même chose au niveau des fibres nerveuses. Deuxième élément qui va jouer un rôle majeur, c'est le degré de minimisation. En fait, la conduction va être beaucoup plus rapide dès lors que l'on aura une résistance élevée au niveau de la membrane par rapport aux fuites de courant qui se font, la fuite d'ion qui se fait au niveau de la membrane de la cellule. Et donc, dans les axones minimisés, eh bien,
comme une partie de l'axone est recouverte par les couches de membrane plasmique, donc de l'oligodendrocyte ou d'une cellule de Schwann, ça fait un rôle d'isolant, donc il n'y a pas de fuite possible au niveau de la gaine de myéline. Donc, comme il n'y a pas de fuite possible, il n'y a pas de diminution par perte d'intensité, on va dire, et donc on a une conduction qui est beaucoup plus rapide. Et la conduction, en fait, va utiliser les nœuds de Rambier, qui sont les seules zones qui ne sont pas myélinisées, où on a un contact entre l'axone et le liquide extracellulaire, donc où on a des échanges à travers des canaux ioniques. Et donc, le potentiel d'action, on dit qu'il va sauter de nœud de Rambier en nœud de Rambier, autrement dit qu'on va avoir une conduction saltatoire. Saltatoire, c'est la notion de saut. Les nœuds de Rambier étant caractérisés par une richesse en canaux sodiques voltage dépendant très important. Et donc, si on essaie de schématiser ça, à gauche, vous avez un neurone non myélinisé, à droite, un neurone myélinisé. Dans le neurone non myélinisé à biais unique, eh bien, le potentiel gradué crée au niveau de la zone gâchette donc une dépolarisation importante. On crée des courants locaux, on va ouvrir les canaux sodiques voltage dépendants qui sont juste à côté, on dépolarise. On va ouvrir les canaux sodiques voltage dépendants qui sont à côté, on dépolarise. On ouvre les canaux sodiques à côté, on dépolarise. Et vous voyez que de proche en proche, on crée, si l'influx nerveux est un spot rouge, un signal qui va se propager jusqu'à la terminaison de l'axone. Dans un neurone myélinisé, on crée le potentiel gradué, donc un potentiel d'action au niveau de la zone gâchette, des courants locaux. Comme il ne peut rien se passer au niveau de la myéline, bien, ces courants locaux vont jusqu'au premier nœud de Rambier suivant. À cet endroit-là, il provoque l'ouverture de cette quantité importante, cette population importante de canaux sodiques voltage dépendants. Donc, on se retrouve avec une pénétration massive de sodium qui crée des courants locaux de manière importante, qui se propagent. Ils arrivent au nœud de Rambier suivant, ils provoquent l'ouverture de cette population de canaux sodiques voltage dépendants de manière importante, du courant est généré, enfin des courants locaux sont générés qui se propagent au nœud de Rambier suivant, etc. Et ainsi de suite. Et donc, le courant saute, le potentiel d'action saute de nœud de Rambier à nœud de Rambier, ce qui fait qu'il se déplace beaucoup plus rapidement. Pour essayer de vous illustrer ça pédagogiquement d'une autre façon, j'ai essayé de vous faire une analogie avec le cinéma. Prenons Le Seigneur des Anneaux, troisième opus sauf erreur. On est dans une configuration où ici, dans le Gondor, les protagonistes sont attaqués et donc ils souhaiteraient avoir l'aide de leurs voisins qui sont, en l'occurrence, le roi. Le problème, c'est comment avertir le roi qui sont sous attaque. Donc là, on a à peu près 500 km entre les deux, à travers des champs de montagnes escarpés, enneigés, tout ce qu'on veut. Première solution, ils décident d'envoyer quelqu'un à pied ou à cheval. C'est le petit fanion que je vous ai représenté en bleu, il part. Et donc, il part plus ou moins comme il peut, à travers le relief, à travers, voilà, s'il se fait attaquer, que sais-je. Et donc, il va cheminer et petit à petit, il va aller voir les voisins du roi pour les stimuler à venir les aider. Deuxième possibilité, et c'est ce qui est employé dans le film d'ailleurs, de manière efficiente, c'est qu'ils vont allumer un bûcher au niveau du Minas Tirith et qui, une fois visualisé, va conditionner l'allumage de différents bûchers à différents intervalles de temps. Et donc, on va se retrouver avec ces bûchers qui vont pouvoir conditionner cet appel jusqu'au roi, ou dès qu'il sera perçu, ça signifiera, entre guillemets, que l'allié voisin du Gondor a besoin d'un coup de main. Et donc, on comprend que si on fait une analogie avec le système nerveux, bien dans un cas, vous avez la fibre non myélinisée ici, où le potentiel d'action, il déplace de proche en proche, donc il va aussi vite qu'il peut, mais en suivant, je dirais, voilà, les éléments qui permettent d'avancer. Alors que dans la fibre myélinisée, c'est pareil. C'est comme si les feux du Gondor, ici, correspondaient au nœud de Rambier. Vous avez une première activation ici, la deuxième activation se fait à ce niveau-là, la troisième à ce niveau-là, la quatrième. Donc, le facteur limitant, dans ce cas-là, n'est pas un facteur visuel, de voir plusieurs kilomètres à quel moment le foyer précédent s'allume. Donc, le facteur limitant, c'est la vitesse de la lumière. Ce n'est plus une histoire de foulée ou quoi que ce soit. Eh bien, c'est pareil dans une fibre myélinisée. En jouant avec les nœuds de Rambier, le signal va beaucoup plus vite d'un point A à un point B. Alors, la conséquence, c'est qu'on va avoir une conduction beaucoup plus rapide. On a un facteur qui est facilement un facteur 5 jusqu'à un facteur 10. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans une fibre non myélinisée, on a une conduction qui est à peu près de l'ordre de 25 cm par seconde, ce qui est déjà pas mal à l'échelle de notre organisme. Mais dans une fibre myélinisée de gros diamètre et plus rapide, on peut atteindre des vitesses jusqu'à 100 mètres seconde. Donc, on se rend bien compte que remis à la taille de notre organisme, 100 mètres seconde, c'est l'immédiateté. Vous avez un neurone qui déclenche le cerveau, même s'il doit aller stimuler une cellule au bout de l'orteil, c'est à partir du moment où il a déclenché, de suite la cellule est stimulée.
Donc, on a vraiment une commande de pilotage qui est excessivement rapide dans ce cas. Deuxième intérêt, c'est que les fibres myélinisées vont être beaucoup plus conservatrices d'énergie. Sous-entendu, comme il n'y a que les nœuds de Rambier qui se dépolarisent, à chaque fois qu'on a des mouvements d'ions, il faut remettre les ions à leur bonne place, remettre du sodium un peu à l'extérieur, remettre du potassium à l'intérieur. Donc, c'est la NAK ATPase, la sodium-potassium ATPase qui fait ça, qui utilise de l'énergie, c'est une ATPase, un hydrolysant ATP pour le faire, contre le gradient de concentration. Donc, c'est vrai qu'en ne dépolarisant que les nœuds de Rambier, on est un peu plus économique. Parce qu'on mobilise moins d'ions en fait en mouvement. Enfin, du fait que la myéline est son rôle isolant et que la dépolarisation ne concerne que les nœuds de Rambier, on va en fait observer une repolarisation qui va se produire avec un flux d'ions qui sera réduit par rapport aux fibres myéliniques. En effet, comme on a beaucoup de canaux sodiques voltage dépendants au niveau de nœuds de Rambier, la simple fermeture de ces canaux sodiques contribue énormément au phénomène de repolarisation. Il y a quand même des canaux potassiques qui s'ouvrent, mais néanmoins, leur contribution à la repolarisation est finalement moins importante, moins prégnante que la seule fermeture des canaux sodiques donc, au niveau des nœuds de Rambier. Alors néanmoins, il y a un prix à payer. Ce prix à payer, je dirais, de l'efficience de ce système de myélinie qui nous permet de propager l'information très rapidement, c'est des pathologies, ce qu'on appelle les syndromes de démyélinisation. En fait, dans ces syndromes de démyélinisation, on va observer une atteinte de la myéline, de l'intégrité de la myéline, qui va plus ou moins disparaître, et la conséquence, ce sera des perturbations sur la conduction du potentiel d'action. Pourquoi? Eh bien, simplement, si vous regardez le schéma, vous avez ici l'axone avec des zones myélinisées. Et donc, la myéline, rappelez-vous, ces couches de membrane successives, très hydrophobes, c'est un isolant. C'est comme si vous mettiez du chatterton autour d'un fil électrique. Donc, il n'y a pas de fuite possible à ce niveau-là. Le seul endroit où les canaux ioniques fonctionnent, c'est dans les nœuds de Rambier. Mais néanmoins, l'axone sur sa membrane, il a des canaux ioniques dessus. Si ce n'est que, évidemment, les canaux ioniques qui sont sur l'axone, quand ils sont recouverts par la myéline, ils ne sont pas fonctionnels, mais ils sont présents. Or, le problème lorsqu'on a une démyélinisation, c'est qu'on a une partie de la myéline qui disparaît, donc on démasque la membrane de l'axone à l'extérieur, c'est-à-dire que la membrane de l'axone devient en contact avec le liquide extracellulaire. Et on se retrouve entre autres à démasquer des canaux potassiques voltage dépendants. Donc la conséquence, c'est que lorsqu'on va avoir les courants locaux qui vont se promener à l'intérieur de l'axone et qui vont arriver dans une zone démyélinisée, ce courant ionique, il va avoir tendance à provoquer l'ouverture des canaux ioniques qui va croiser, et notamment des canaux potassiques. En temps normal, ces canaux potassiques s'ouvrent, mais il ne peut rien se passer. Par contre, dès lors qu'ils ont été démasqués, mais comme ils s'ouvrent, on a du potassium qui sort, et si on a du potassium qui sort, on a tendance à hyperpolariser le potentiel de membrane. Donc, ce qui veut dire que l'objectif, c'est que le courant local ait une certaine intensité pour aller ouvrir au niveau des nœuds de Rambier les canaux sodiques, sauf que si entre-temps les canaux potassiques l'hyperpolarisent, on diminue l'intensité de ce potentiel, ce flux de courant, et donc le risque qu'on n'arrive plus à la valeur seuil quand on arrive au niveau du nœud de Rambier, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à 55 millivolts, moins 55 millivolts, et qu'on n'ouvre plus les canaux sodiques voltage dépendants. Et donc, ce qu'on va observer, c'est qu'au départ, eh bien, au fur et à mesure qu'on aura une démyélinisation, de temps en temps, il y aura un influx nerveux qui, en arrivant dans la zone, perdra en intensité et ne sera plus suffisant pour ouvrir les canaux sodiques voltage dépendants de Rambier. Donc, le signal s'arrêtera. Puis, des fois, ça repassera. Et puis, plus on va avoir une démyélinisation importante, plus on va avoir un arrêt systématique et voire un arrêt total de la conduction du potentiel d'action. Donc, dans ces pathologies-là, il n'y a pas de problème. Si on prend l'exemple typique, c'est la sclérose en plaques, qui correspond à un syndrome de démyélinisation, en fait, les patients, ils n'ont pas de souci sur l'intégration du signal, sur leurs neurones au sens d'envoyer un potentiel d'action correct sur des cellules effectrices, ce qui se traduit en signe clinique. Mais c'est simplement que la conduction est perturbée entre les deux, entre l'ordre qui part du neurone qui a intégré la cellule effectrice. Parce que, comme ils ont perdu de la myéline, eh bien, à un moment donné, ce potentiel d'action s'arrête parce qu'on a des fuites de potassium qui hyperpolarisent la membrane et donc le signal perd en intensité, il n'arrive plus à aller au nœud de Rambier suivant. Et donc, on se retrouve avec la cellule effectrice au bout, qui était par exemple un muscle, qui ne va plus se contracter comme il devait. Ce qui va expliquer les signes cliniques qu'on va retrouver chez ces patients, qui seront de la fatigue, qui sera de la faiblesse musculaire, des difficultés ou des troubles sur la marche, parce que voilà, on aura certains muscles qui ne seront pas bien innervés par des motoneurones qui ont perdu de la myéline, et donc on aura des anomalies de contraction par rapport à l'harmonie. On pourra avoir des signes visuels, par exemple des troubles de la vision, parce que là aussi, on aura certaines neurones myélinisées qui ne véhiculeront pas comme il faut l'information parce qu'elle sera alternée lors de sa conduction.